Yo, salut à tous et bienvenue sur OM Revolt, le podcast spécial grand format. Alors je sais, ça fait un bon moment que je ne suis plus sur les réseaux, du moins sur YouTube, que je ne publie plus énormément de vidéos. Alors il faut savoir que j'ai décidé, avant la fin de saison, de patienter pendant, laisser passer la fin de saison. Laissez passer aussi une bonne partie, de tout ce qui est rumeurs mercato, de tout ce qui est vente OM, pour vous présenter ce grand format, pour pouvoir en parler de long, en large et en travers. Donc, franchement là, il y a pas mal de choses à dire. Voilà, j'ai emmagasiné pas mal d'informations et là, je vais pouvoir les partager avec vous. Bien entendu, certaines informations ne sont pas des exclusivités, ce sont des informations que vous avez déjà entendues, parce que beaucoup de youtubeurs publient 40 000 vidéos par jour. C'est incroyable à quel point ils sont extrêmement productifs, à croire que c'est leur boulot. Moi, c'est pas le mien. Je fais ça par pur plaisir et donc je le fais quand j'en ai envie. Aussi simple que ça. Donc voilà, j'ai décidé de faire un spécial grand format parce qu'il y a énormément de choses à dire. J'ai pris mon mal en patience parce que je voulais attendre pour voir s'il y avait justement une officialisation vis-à-vis de la rumeur vente OM, ce qui n'est pas arrivé. Donc d'ailleurs, on en parlera parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai découvert et qui sont super intéressantes. Enfin, je pense que certains de vous ont aussi fait mener leur petite enquête et ont peut-être trouvé aussi des choses intéressantes. Donc, on en parlera. Donc, en tout cas, au menu de cette émission, donc qui va durer assez longtemps, on va parler déjà premièrement, on va faire un petit bilan de la fin de saison. Bilan rapide, vous inquiétez pas, je ne vais pas m'y perdre là-dedans. On va également parler des joueurs qui partent, des joueurs importants, du moins des joueurs de cœur pour moi. Enfin, pas tous. Certains joueurs qui partent et qui ont marqué le club, ça faut le dire. Thauvin, Sakai, voilà. Les autres, bon, je m'en fous un petit peu. C'est la fin de contrat, c'est normal. Bien évidemment, la possibilité de perdre Boubacar Kamara du duel Tchaleta-Tsar, mais lui, je m'en fous un peu. Donc voilà. Donc on va parler un petit peu de ça. Voilà, des fins de contrat, du bilan de fin de saison. On va parler également du projet Longoria et Sampaoli. Quel est ce projet? Parce qu'il y a un début de mercato et de toutes ces rumeurs mercato qui n'ont pas arrêté de tourner là, parce qu'on a énormément d'activités au niveau de l'Olympique de Marseille. Donc, qu'est-ce que ça annonce? On n'a jamais eu autant d'activités depuis le début de l'ère Marcourt. C'est la première fois qu'on a autant d'activités et qu'on a autant de rumeurs qui sont possibles. Parce qu'avant, on avait énormément de rumeurs qui venaient comme ça pour amener des rumeurs pour à la fin se prendre un Mitroglou. Donc là, on a beaucoup de rumeurs, mais qui sont possibles. Il y a de vrais échanges, il y a de vrais intérêts du club et c'est pas juste des rumeurs fondées. Bon, il doit y en avoir dans l'eau, mais la majorité, ce sont des rumeurs assez solides. Donc ça, c'est déjà très très bien. Au niveau du club, je sens que quand même, il y a quelque chose qui est en train de changer. Donc on va parler de tous ces changements-là. On va parler de cette nouvelle ambition qu'a l'OM. On va parler bien évidemment des nouvelles signatures, hein, notamment Gerson qui vient de signer un contrat de 5 ans. Donc ça, c'est super intéressant. C'est un joueur que je connaissais pas spécialement. Je vais pas mentir, hein, c'est un joueur que je connaissais pas spécialement. Mais j'ai vu quelques vidéos. Ça me paraît intéressant, même si je pense, pour ma part, qu'il ne sera pas forcément efficace dès la première saison, comme un Luis Enrique. Donc, comme la majorité des joueurs sud-américains, de toute façon, je pense que pendant la première partie de saison, ils vont pas être efficaces. Après, en enchaînant les matchs, peut-être. Mais on y reviendra. Nous allons également parler, bien évidemment, du sujet croustillant, le sujet que tout le monde adore parler, que tout le monde adore se poignarder dans le dos et que ça va par-ci et que ça va par-là. Bien évidemment, le sujet vente OM qui déchaîne les passions. Mais alors, moi, personnellement, euh, c'était super intéressant. Franchement, là, on arrivait à un point où vraiment les gens étaient prêts à se tirer dessus. Mais, il y a on va dire que les anti-vente OM, ou du moins, même s'ils sont pour une vente, mais voilà, ils y croient pas, les anti-vente OM, bah, ils sont en train de prendre l'ascendant sur les pro-vente OM. Mais
Mais, il y a des petits trucs qui commencent encore à changer et qui commencent à remettre le doute. Donc il y a des gens qui retournent leur veste, dans tous les sens. Enfin bref, au bout d'un moment, elle va finir par se déchirer ta veste. Mais bon, nous allons parler également de la vente OM, bien évidemment. Nous allons parler de pas mal de choses qui sont sorties récemment et même avant, donc toutes les tensions qu'il y a eu et les dernières échéances affichées par les proventes. Donc nous allons en parler également et nous allons finir avec ça, je pense. Oui, je pense que nous allons finir avec ça et nous allons, bah, afficher les ambitions. Voilà, je vais afficher mes ambitions vis-à-vis de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Voilà, ce sera, vous voyez, c'est une grande émission, donc on va en avoir, on va en avoir à dire. Donc, c'est parti. Alors, pour cette fin de saison, le bilan de cette saison de l'Olympique de Marseille qui s'est achevé, je dirais, comme ça s'est passé en fait, on va dire le dernier match de l'Olympique de Marseille est à l'image de cette saison. Une saison vraiment très, très faible de l'Olympique de Marseille, une saison très, très faible avec un manque d'originalité, un manque de volonté, un manque, un manque de générosité, mais pas mal de chance et surtout quelques pics, on va dire d'ego qui ont permis des fois, de nous sortir de certaines situations. Voilà. Mais sinon, en général, cette saison a été très faible et c'est une saison très faible qui, quand même, nous permet de nous qualifier pour l'Europa League. Alors, effet Sampaoli ou pas, c'est à discuter, mais heu, il faut aussi le prendre comme quelque chose de bon pour cette fin de saison parce que faut se dire aussi que la saison a été tellement faible que toucher cette cinquième place, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'y croyais. J'y croyais parce que je pense que l'Olympique de Marseille se doit un minimum d'être dans les 5 premiers. Le minimum du minimum, c'est d'être dans les 5 premiers quand même. Faut pas abuser et heu et voilà, c'était possible au vu de l'effectif qu'on avait. Maintenant après, la qualité psychologique des joueurs, voilà, fallait l'améliorer, fallait qu'ils aient confiance en eux, les mecs, voilà. On sent pas les professionnels, quoi, parce qu'on dirait une bande de gamins qui, à chaque fois, il faut tout le temps leur tendre la carotte pour qu'ils aient envie de jouer. Ça, c'est ce qui m'a un petit peu fait, chier, excusez-moi. Mais faut dire que quand même, il y a eu au moins un sursaut d'orgueil, notamment de Payet, hein. Payet qui était gros et qui a maigri, donc content de sa transformation, mais on n'est pas dans une émission, spéciale minceur, tu vois le délire? On est, dans une équipe de foot et dans une équipe de foot, il faut être professionnel et quand on est professionnel, normalement, on ne peut pas avoir ces états de forme. On ne peut pas être gros et ensuite maigrir et ensuite redevenir gros et ensuite mais non, tu dois essayer de te maintenir à un niveau, efficace pour ton équipe. Tu ne peux pas te permettre de prendre du poids et de devenir inefficace. Donc à partir de ce moment-là, voilà, il y a c'est une faute grave de Payet, mais bon après comme certains le disent, Payet, c'est Payet. Dans le sens où on l'a depuis très longtemps quand même, ça fait un bon moment qu'il est là. Si aujourd'hui, heu, on est là en train de le bâcher, demain on sera là en train de l'aduler et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. C'est Payet, on l'a pris avec ses défauts et ses qualités. Donc tous ceux qui disent: «Ouais, mais non, il y en a marre», arrêtez vos conneries, il y en a marre pour Payet. On en a eu marre plein de fois dans la saison, plein de fois dans d'autres saisons, voilà. Mais on a aussi été en plein kiff devant lui et voilà. Donc Payet, il a été, c'est un joueur controversé, mais c'est un joueur qui, voilà, qui apporte quelque chose quand même. Donc il n'y est pas pour rien dans cette cinquième place. Donc voilà. Donc toute cette saison, ça a été comme ça de toute façon, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des montagnes russes. Ça a été plus de bas que de hauts, mais au final, il y a eu quand même un sursaut d'orgueil. Allez, effet Sampaoli, on va le dire. Sampaoli a quand même ramené quelque chose de nouveau. Bon, ça a été quand même une saison merdique, mais cinquième place. Europa League, moi, j'aime l'Europa League plus que la Ligue des Champions. Bah, faut dire que la Ligue des Champions, ça nous réussit pas, on n'a pas le niveau, faut l'accepter. Et puis, concentrons-nous sur un championnat ou du moins sur une compétition qui nous correspond. Pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que à voir,
au vu de l'effectif prochain, si nous aurons les capacités de bien la jouer et peut-être de prétendre à monter au niveau dessus. Mais pour ça, il faudra d'abord la gagner. Bon, ça après, c'est une question d'ambition. Donc voilà un peu pour le bilan. Voilà un bilan, voilà, comme vous avez compris, il n'y a pas de bilan mitigé, c'est juste une saison merdique, très faible, mais cinquième place. Voilà, le petit point de bonus, cinquième place. Bon, au moins ils ont fait le minimum. Donc voilà pour la fin de saison. Maintenant, il y a quelque chose, d'assez inhabituel à l'Olympique de Marseille. Quand je dis inhabituel, c'est que c'est quelque chose qui n'arrive pas tout le temps, même dans les clubs, d'avoir autant de personnes en fin de contrat. On a énormément de joueurs qui ne seront pas là la saison prochaine et on a toute une équipe à refaire. Mais vraiment toute une équipe. Et ça, c'est inhabituel, c'est pas quelque chose qui arrive très souvent dans les équipes de foot, mais ça prouve bien qu'on est arrivé à la fin d'un cycle de quelque chose et qu'on démarre quelque chose de nouveau. Et pour démarrer quelque chose de nouveau, il faut dire qu'on a fait le ménage. Ah ouais, parce que à tous les degrés du club, ça a été un nettoyage complet. Il y a eu un changement complet, bah, notamment le président, voilà, celui qui dirige l'Olympique de Marseille n'est plus Jacques-Henri Hérault et je suis très heureux que ce ne soit plus lui, hein, je pense que tout le monde l'est. Et maintenant, c'est Longoria. Alors, il faut savoir que Pablo Longoria est un homme assez intéressant parce que vraiment sa vision du football, elle se voit dans les choix des personnes qu'il met, à côté de lui pour travailler avec lui. Ce sont des gens compétents dans le milieu du football et ce n'est pas n'importe qui. Donc déjà quand il fait venir Sampaoli, c'est pas n'importe qui. Sampaoli, c'est pas un entraîneur qu'on connaît pas, comme Mitchell qui s'était ramené la dernière fois, le type, je sais pas d'où il sortait, Mitchell. Voilà, tu vois? On sort pas là, il nous sort pas un entraîneur qui non, il nous sort un entraîneur qui a une vision du football, un entraîneur qui nous rappelle bien évidemment El Loco et donc c'est pas n'importe qui. Donc il nous fait venir Sampaoli, il fait venir, Friot, il fait venir énormément de personnel compétent au sein de l'Olympique de Marseille. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a un changement radical, au niveau de l'Olympique de Marseille. On commence à ressembler à un club de football. Pas un club de spectacle, un club de football. Et là, on n'est plus dans l'entertainment, là, on est vraiment dans le sport. Dans le sport, là, vraiment, il vise l'aspect sportif et ça se voit. Ça se voit par les choix qu'il fait et on sent aussi sa passion dans le football. Je sais que certains ont dit qu'il avait surexagéré sa joie lorsque on avait assuré la cinquième place. Il avait surexagéré sa joie. Moi, je pense que c'est juste quelqu'un qui aime véritablement le football et surtout qui est content d'avoir fait de bons choix au bon moment. Parce que faut se dire que il avait aussi une certaine responsabilité, une certaine pression qu'on lui a mis sur les épaules à un moment où l'Olympique de Marseille était dans une situation extrêmement compliquée. Donc, être capable de faire ce choix de Sampaoli, de faire ce choix-là, bah, c'est pas si facile en fait. Hein, au vu de l'effectif qu'on avait, réussir à remonter le niveau et à remonter le niveau, c'est un peu trop, mais réussir à redonner une certaine image pour nous permettre d'accrocher cette cinquième place, c'est quelque chose que qu'il faut lui donner crédit. Franchement, là, pour le coup, il a aidé, il a vraiment fait de bons choix et ça nous a permis d'avoir cette cinquième place. Donc, il y a été pour quelque chose et donc Pablo, on a envie d'y croire, on a envie d'y croire, on a envie de voir ce qu'il va proposer par la suite. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Alors, avant de m'éterniser sur Pablo Longoria et les futurs projets qu'il a pour l'Olympique de Marseille, on va parler des fins de contrat parce que au-delà du bilan de l'année et des départs, il y a justement des fins de contrat qui sont plus marquantes que d'autres, notamment Sakai. Sakai, notre soldat, qui décide de partir. Voilà, il a fait un petit peu le tour, 5 années, je crois, à l'Olympique de Marseille. Donc Sakai décide de s'en aller et de partir au Japon pour finir sa carrière. Donc avec une petite somme de transfert de 1,5 million. Donc pour Sakai, c'est pas vraiment un problème. Moi, je pense que c'était le moment. C'était peut-être j'aurais voulu le conserver encore une année pour voir ce nouveau projet avec Sakai, mais je pense que voilà, voilà, il peut partir pour service rendu. Il a fait son travail, il a été méthodique, il a jamais bronché, il a toujours travaillé. C'est quelqu'un
qui franchement n'a aucun ennemi au sein du club, que ce soit chez les supporters. C'est quelqu'un qui est apprécié de tous. On a parfois pas apprécié certains de ses matchs, mais en général, c'est un joueur qui a été efficace tout le long. C'est un joueur qui a joué, qui a été moins efficace offensivement, mais défensivement, franchement, j'ai rien à dire à Sakai. Il a joué son rôle et franchement, c'est voilà, c'est émouvant de voir, la petite vidéo de ses au revoir. Bien évidemment, ce ne sont pas des adios, c'est un au revoir comme souvent. Les joueurs qui quittent l'Olympique de Marseille restent de grands supporters de l'Olympique de Marseille et je pense que ça l'a marqué. Je pense qu'on est le club européen qui a le plus marqué, ce joueur au vu de sa carrière footballistique. Même si c'était pas une grande carrière, hein, faut le dire, mais à l'Olympique de Marseille, franchement, il a été, extrêmement, extrêmement bon, pour moi. Franchement, au vu de l'effectif qu'on avait, il a fait son trou et s'est bien implanté parce que ça a été un des joueurs les plus utilisés et franchement, voilà, je le remercie et bon vent à lui et voilà, c'est un joueur vraiment que j'ai vraiment apprécié et que j'ai défendu même avant qu'il arrive à l'Olympique de Marseille. Parce que souvent les gens: «Ouais, ça va être Nakata», enfin bref, on a entendu tout et n'importe quoi parce qu'il était japonais et il a prouvé, qu'il a redoré le blason des Japonais, à l'Olympique de Marseille et il a prouvé que c'était un très bon joueur pour l'Olympique de Marseille. Donc merci, Sakai et bonne chance à lui, au Japon. Après, au Japon, le niveau n'est pas très, très élevé, donc je pense qu'il pourra, aisément faire 3 saisons normales. Et puis, on a également Thauvin, le départ de Florian Thauvin. Alors moi, déjà, premièrement, pour ceux qui ont regardé certaines de mes vidéos, vous savez bien évidemment que Thauvin, cette saison, je l'ai vraiment pas aimé. Je pense que c'était, sa fin de saison. Je pense que c'était fini déjà pour Thauvin. Je pense que dès le début de saison, c'était déjà sa fin de saison. Je pense qu'après cette blessure et le fait qu'il ait eu un enfant, je pense que ça y est, il était dans une forme de maturité où il se sentait déjà retraité, le type. Moi personnellement, c'est ce que j'ai vu. J'ai pas vu d'ambition, sportive, au niveau de Thauvin, si ce n'est essayer de gérer ses statistiques comme d'habitude, hein. Ses stats, ça, il aime. Mais pour nous, le football, c'est au-delà des statistiques, c'est aussi cette abnégation sur le terrain qu'on doit avoir, nous, en tant que supporters. Et j'ai l'impression que Thauvin l'avait plus. Il avait plus cette niaque, cet esprit décisif qu'il avait, il l'avait plus. J'ai l'impression que vraiment cette blessure lui a happé beaucoup de choses. Et voilà. Donc, à partir du moment où il est revenu, il a eu quelques bons matchs, où on a peut-être senti un retour de Thauvin et finalement à chaque fois, bah, c'était pas le cas. Donc moi je pense que Thauvin franchement sa saison, elle est, nulle. C'est une mauvaise saison de Florian Thauvin et je pense que lui-même il a compris que voilà, l'Olympique de Marseille, c'était fini pour lui, c'était le bon moment de partir parce que ça servait à rien d'essayer de gratter une autre saison. Je pense que lui, à l'Olympique de Marseille, ses belles années, Heu, ses meilleures années, on va dire son pic, a été juste avant sa blessure, quand il a enchaîné les saisons, 2 ou 3 saisons avec de belles performances et je pense qu'après sa blessure, c'est fini, hein. Je pense que Thauvin, ça y est, c'était terminé et il avait plus le niveau. Je pense qu'il y avait déjà une baisse de forme avant sa blessure et là, après sa blessure, ben, voilà, on n'a plus le Thauvin d'avant. Il a besoin d'un nouveau challenge, il a besoin d'une nouvelle, perspective de découvrir quelque chose de nouveau, autre que l'Olympique de Marseille et c'est naturellement qu'il s'est tourné vers le Mexique. Alors, certains diront: «Oui, mais Thauvin, il aurait pu encore donner, beaucoup à l'Europe dans des clubs européens, qui visent le titre», mais le problème, c'est qu'il y a aucun club, européen qui vise le titre et qui a besoin de Thauvin. C'est pas un profil qui correspond à ces clubs-là, dans le sens où, bah, au vu de ses performances déjà, franchement, va chercher un joueur comme ça et en plus, au vu de son salaire, non, on n'en a pas besoin. Il y a énormément de profils qui peuvent correspondre. Donc, il a eu des offres du genre Sunderland, des trucs comme ça. Voilà, lui, il a envie d'avoir du standing, il veut gagner des titres. Ça se comprend, à l'Olympique de Marseille, on gagne rien. Donc, je peux comprendre que avant la fin de ta carrière, tu aimerais bien enchaîner des titres. Et je pense que le Mexique, c'est le bon choix. C'est les vacances. Le niveau footballistique n'est pas le plus incroyable du monde, même si pour ma part, il est supérieur à la MLS. Et
et en plus, tu as un très, très bon salaire parce que son salaire était sacrément élevé, tout le monde ne pouvait pas le payer. Tu as un très, très bon salaire. Tu te retrouves avec Gignac, donc un ancien collègue à toi et en plus, c'est une équipe, des Tigresses qui a déjà gagné pas mal de championnats, a déjà gagné, une coupe, d'Amérique. Voilà, ils ont déjà gagné, voilà, ce qui s'apparente à la Champions League, européenne, là-bas en Amérique. Voilà, c'est une équipe qui est cotée. Voilà, c'est une équipe qui a déjà gagné beaucoup de titres et donc je pense que pour les 5 années, qui vont venir, bah, il a la possibilité d'emmagasiner, de gagner des titres et de se faire plaisir. Donc voilà, moi je pense qu'il a choisi ça parce qu'en fait, il va avoir une vie de famille tranquille. Voilà, maintenant est-ce qu'il va réussir à performer comme Gignac au Tigres? Ça, seul l'avenir nous le dira. Maintenant, en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. On lui souhaite de réussir là-bas et puis on verra. Nous, on va regarder de loin, hein, on va toujours regarder. Moi, je regarde toujours les anciens joueurs de l'OM, du moins ceux qui ont marqué le club, parce que Thauvin, faut l'avouer, il a marqué le club, même si, voilà, j'ai détesté sa dernière saison, il a marqué quand même le club, et voilà. Bon, après, ce qui fait polémique, c'est pas vraiment le départ de Thauvin lui-même, c'est son interview. Son interview où il a dit que, qu'il a en quelque sorte sauvé le club, grâce à son transfert de je sais plus, son transfert il était à peu près de 20 millions ou je sais plus combien. Grâce à son transfert, il a sauvé le club de la banqueroute. Alors là, comment vous dire? J'étais mort de rire. Mais quand je vous dis que j'étais mort de rire, en plus il était sérieux, hein, avec un ton, genre, «Ouais, je vais vous dire ce qui s'est passé, je vous ai sauvé». Mais tu as sauvé qui mon gars? Non mais tu es sérieux? 20 millions un transfert pour sauver un club de la banqueroute? Mais qui peut croire ces conneries? Non mais sérieusement les gars. Moi je sais pas, hein, le débat est lancé, écrivez en commentaire si vous y croyez, mais moi, je pense que la Brune l'a baratiné et c'est ce que j'ai dit dans les commentaires. Les gens ils m'ont dit: «Ouais, mais n'importe quoi, il a sauvé le club, c'est un bon». Mais non, le mec il veut partir avec les honneurs, genre je suis un héros. T'as rien sauvé du tout parce que techniquement, non mais appelez-moi un comptable. C'est quoi ce bordel? Donc si le club, il a un déficit de 20 millions d'euros, donc c'est ça qui va faire que le club va couler. Pour 20 millions d'euros, aujourd'hui, on parle de 150 millions, de 160 millions d'euros de galère financière et le club, il est toujours là. Donc quand vous voulez me parler d'un transfert de 20 millions d'euros qui est prêt à couler le club, sachant que le propriétaire, de l'Olympique de Marseille à cette époque-là, c'est Margarita Louis-Dreyfus qui avait, peut-être, 3-4 fois, voire 5 fois, ce que a McCourt actuellement. Et McCourt actuellement, avec ses moins de 1 milliard, il est capable de tenir un club avec un déficit de 160 millions et on ne parle pas de banqueroute. Et vous allez me dire qu'à l'époque, avec Thauvin, avec Margarita Louis Dreyfus, le club allait faire banqueroute. Non, c'est des conneries. Moi, je pense que Labrune l'a baratiné. Lui a sorti ça pour que Thauvin accepte le transfert. Après, euh, c'est noble de sa part d'accepter le transfert en pensant qu'il va sauver le club. Mais si tu réfléchis un peu, gamin, tu sauves pas le club. Tu vas pas sauver le club avec ton transfert de 20 millions. Ah non, ça c'est des conneries, hein. On sauve pas le club avec un transfert de 20 millions, hein. On peut toujours se sortir de ces conneries. Là, c'était du pipeau. Je pense que la Brune, il était sur la sellette. Margarita lui a dit: «Écoute, mon gars, tu fais pas grand-chose. Il va falloir que tu fasses rentrer du coco. Il va falloir que tu agisses, que je sais pas». Et peut-être qu'il s'est dit: «Bon, on va essayer de vendre Thauvin et je vais baratiner. Je vais lui sortir que soit il le fait, soit le club il coule». Mais franchement, franchement, Thauvin. Et il nous sort ça, genre en mode, mais qui est con pour croire ça? Moi, j'y crois pas personnellement. Après, chacun il voit. Moi, ça m'a énervé et en même temps, ça m'a fait beaucoup rigoler parce que j'ai dit: «Mais faut arrêter des conneries. Un club historique comme celui-là qui va couler pour 20 millions. Mais arrêtez vos conneries, n'importe quoi. C'est quoi ces bêtises? Non mais franchement, qui est con pour croire ces conneries-là? Enfin bref, voilà, c'était la polémique Thauvin. Je ferme la parenthèse. Et puis voilà, donc bon vent à lui et puis, on espère qu'il va réussir à être au Mexique et qu'il les sauvera de la banqueroute avec un transfert à 20 millions, n'importe quoi. Enfin bref, donc voilà, donc ça c'est la fin, voilà pour les joueurs qui pour moi, partent et m'ont marqué. Pour les autres, bah, bon vent à eux et voilà. Une petite mention pour l'Albatros, franchement un bon deuxième gardien qui a été là au bon moment, au moment décisif. Il a arrêté pas mal de pénaltys qui nous ont marqués. Il nous a aidés énormément. On se rappelle de l'épopée en Europa League, où il a fait des arrêts, monstrueux quand Mandanda n'était pas là. Donc, franchement, c'est un joueur qui a été toujours calme, droit
et qui nous a toujours aidés. Donc moi, franchement, je suis franchement déçu qu'il parte, mais après, il faut dire que l'âge, hein, avec l'âge qu'il a, voilà, il est temps de renouveler cet effectif parce qu'il y a beaucoup de vieux à des postes clés, notamment bon, à deuxième gardien. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même un poste clé d'être deuxième gardien. Donc voilà, il est temps aussi que Mandanda, justement, passe le flambeau. Donc du coup, il faut un deuxième gardien pour que Mandanda le forme à la mentalité de ce club. Et comme ça, ensuite, ensuite, il enchaîne et devient le premier gardien. Et je pense que Simon sera facilement deuxième gardien par la suite. Parce qu'il a énormément de talent, ce gars-là. Il faut le prêter. Et pour l'instant, il est troisième gardien. Il faut le prêter. Et je pense qu'il deviendra le futur Mandanda si il se donne les moyens. Donc, voilà à peu près pour les départs. Donc, ensuite, nous allons parler bien évidemment du mercato, le projet mercato, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se passer au club. Alors, tout simplement parce que on s'attendait pas du tout à voir autant d'agitation au mercato. Donc, le mercato n'a même pas encore ouvert. Alors, au moment où je vous fais cette vidéo, le mercato n'a pas encore ouvert. Alors, c'est possible qu'au moment où je la publie, le mercato est officiellement ouvert. Mais tout ce que je sais, c'est que le mercato, au moment où je suis en train de vous parler, le mercato n'est pas ouvert et il se passe énormément de choses. J'ai jamais vu l'Olympique de Marseille s'agiter autant pour préparer un mercato. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Parce que depuis que Hero il est là, les rumeurs les plus pertinentes, on les entend genre une semaine avant la fin du mercato, quoi. Tout le long, c'est que des rumeurs foireuses. On sait que ça va nulle part. Et à la fin, on se retrouve toujours avec des joueurs merdiques qu'on est parti acheter sur Le Bon Coin ou je ne sais où. Et à chaque fois, c'est toujours la même galère. Voilà. Après, nous, bien évidemment, on s'enthousiasme toujours pour des nouvelles recrues. C'est comme ça qu'on fait. Même quand tu joues à FIFA et que tu prends un joueur, tu as toujours envie de te dire il est chaud. Parce que tu vois la note principale, tu te dis ouais, il a l'air balèze. Et quand tu vois qu'il est complètement claqué, tu as vite envie de le revendre et tu as le seum. Bah, c'est exactement ce qui nous arrive. On est toujours dans la même situation avec Hero. C'était tout le temps la même chose. Il recrute au dernier moment. On est là, ouais, 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 et à la fin, c'est nul. Donc, c'est toujours la même chose. Alors que Longoria, il est totalement différent. Méthodologie totalement différente. On sent que le mec, il connaît le football. On sent que le mec, il sait qu'il faut qu'il se prépare à l'avance. Le mec a déjà négocié d'abord avec les joueurs pour essayer de voir s'ils sont chauds, déjà négocié un début de contrat avec eux, et ensuite entamer les discussions directement avec le club quand il s'est mis d'accord avec les joueurs. Ça va beaucoup plus vite. Parce que quand tu négocies d'abord avec le club et qu'à la fin, tu dois négocier avec le joueur et qu'après... Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Après, je dis pas que c'est ce que JHE il a fait, hein. Je pense que la majeure partie des clubs négocient vite fait un accord avec le joueur par rapport, déjà si le joueur il a envie de venir, si un pseudo-contrat de 5 ans avec tel salaire, ça lui conviendrait. Voilà, tu sens déjà, tu as un accord oral ou un accord oral avec le joueur. Et puis tu commences déjà à discuter ensuite avec le club pour ensuite finaliser tout ça à la fin. Donc je pense que Longoria, il s'est pris à l'avance. Il a pris des plans B, des plans C, des plans D, des plans E jusqu'à Z. Le mec, il sait que si je prends pas un tel, je peux aller sur un tel. Si je prends pas un tel, je peux aller sur un tel. Et ces plans B et ces plans C, c'est pas des plans foireux. C'est pas des joueurs merdiques. On sent que c'est de la recherche. Des fois, il nous sort des joueurs, je les connais pas du tout. Le gardien qui va chercher en deuxième division espagnole, là, ou troisième division espagnole, je crois que c'est deuxième division espagnole, qui n'a joué que quelques matchs, je le connais pas du tout. Mais au vu des noms qui ressortent, tu sens que le mec, c'est de la recherche. Tu sens que le joueur qui va te présenter, c'est pas n'importe qui, c'est qu'il a fait une recherche. Il vise très bien les jeunes aussi, avec une belle cellule de recrutement, parce que ça a bien changé. On sent que les mecs, ils bossent, quoi. C'est plus des mecs qui arrivent tous les jours avec leur petit verre leur petit verre de pastis dans la main et qui décident de regarder des matchs à la télé et de se dire, oh, il a l'air pas mal, il a l'air pas mal, il est bien coté sur FIFA, celui-là. Tiens, viens, on fait une deux. Non, non, non. Là, on sent qu'il y a du sérieux. Bon, bien évidemment, je charrie, hein, mais je connais pas ces gens de la cellule de recrutement qui étaient là avant. Mais il faut dire qu'ils faisaient de la merde. Voilà, ils faisaient de la merde, ils n'étaient pas assez efficaces. Donc là, on sent qu'il y a du travail. Il y a du travail et tu sens que Longoria, il s'y met à fond. En tant que président, alors que c'est même pas le directeur sportif,
il a un directeur sportif attitré qui devrait prendre fonction. euh, non, pas directeur sportif, il a un directeur du recrutement qui devrait arriver et qui devrait prendre fonction bientôt. Je sais pas quand. Peut-être qu'il a déjà pris fonction au moment où la vidéo sort, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, tu sens que Longoria, vraiment, il prend tout. Il prend le contrôle total du club. Au niveau sportif, il est vraiment là en train de mettre en place un projet avec Sampaoli. Et c'est un projet à deux. Parce que Sampaoli, les joueurs qu'il vise, on sent que vraiment Longoria a envie que le projet de Sampaoli, le projet de jeu de Sampaoli fonctionne. On sent. On a déjà vu un petit peu où il voulait en venir dans son projet de jeu et ça a l'air intéressant. Maintenant, il faut les joueurs pour appliquer son projet de jeu. Et je pense que Langoria vraiment s'est mis en tête de vraiment réaliser un très bon mercato. Pas un mercato extrêmement cher, mais quand même, pour l'Olympique de Marseille, enchaîner des joueurs à 15-20 millions, c'est pas quelque chose qu'on faisait souvent. Donc là, on sent quand même qu'il y a une volonté de fournir des joueurs de qualité et surtout des joueurs jeunes avec un vrai avenir footballistique que tout le monde est en train d'encenser parce que Almada, Gerson, Guendouzi, c'est pas des noms euh, qui font écho dans la mer. C'est des noms qui vraiment qui font écho aux oreilles des journalistes. Et les journalistes vous sortent que c'est des joueurs avec de forts potentiels qui peuvent réellement rayonner en Europe. Donc, c'est pas des joueurs, voilà, c'est pas des joueurs incompétents ou des joueurs foireux, des plombs, des panic buy. Non, là, on sent quand même qu'il y a une vraie recherche. Et ça fait plaisir, franchement, Moi, franchement, je passe mon temps et toute ma journée à réactualiser les infos au niveau du football. D'ailleurs, j'ai une petite adresse pour vous sur Instagram, Alex, journal, journaliste, je crois, c'est ça son Instagram, Alex Journaliste, qui est super, 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 euh, super, super bon pour nous sortir les infos. Ces infos sont quasiment toujours bons et vrais, même s'ils ne les sortent pas forcément tout le temps en premier. Alex.journaliste, franchement, je vous dis d'y aller, de vous abonner, parce que c'est un bon Instagram, moi j'aime bien. Et après, il y en a plein d'autres, hein, mais celui-là, je l'aime particulièrement. Voilà, parce que même à 3 heures du matin, le mec vous balance des infos, donc c'est super cool. Bon, après, qui est réveillé à 3 heures du matin, ça dépend de chacun. Moi, pour l'Olympique de Marseille, je suis réveillé à n'importe quelle heure. Donc, dans tous les cas, j'ai même maté des matchs de Gerson et Almada à des heures pas possibles, juste pour m'assurer que Longoria faisait pas n'importe quoi. Donc, voilà, Longoria, il nous a recrutés dans le scouting. Wesh. On se met maintenant à regarder des matchs à 3 heures du matin pour s'assurer que les joueurs sont de qualité. Bon, après, il n'y avait pas beaucoup de doutes là-dessus. Mais voilà quoi, on a tellement peur que ce projet se foire à nouveau que voilà, nous on a envie d'y croire, on a envie vraiment qu'il y ait quelque chose de nouveau au sein de l'Olympique de Marseille, qu'on vise les étoiles, comme on dit, et surtout voilà, qu'on ait une saison digne du club que l'on a. C'est tout ce qu'on demande, une saison digne du club. Et pour ça, faut des joueurs de qualité. Et on sent qu'ils visent des joueurs de qualité qui peuvent réellement apporter, qui peuvent être complémentaires. Parce que c'est là la question. La question, elle se trouve là, dans la complémentarité. Le but, c'est pas forcément de chercher des grandes stars. Et ça, c'est le problème de certains clubs comme le PSG. Ramener des stars, c'est bien. Mais forger une équipe, c'est mieux. Il faut forger une équipe. Et je pense que la vision de Sampaoli, c'est plutôt de forger une équipe, c'est de forger une équipe qui est capable de fournir le jeu qu'il demande. Et ça, je pense que Longoria l'a bien compris. Je pense que tout le monde est sur la même longueur d'onde au niveau du staff. Et je pense qu'il va y avoir des recrutements adaptés à ce style de jeu. Et je pense que la saison prochaine, on risque d'avoir une équipe assez flamboyante au niveau offensif. Maintenant, c'est au niveau défensif où j'ai des doutes. Maintenant, on va voir voilà, les profils au niveau défensif, ils ont intérêt à être polyvalents. Ça peut pas être des défenseurs stricts. Ils ont intérêt à être polyvalents parce que ça va être très important dans le style de jeu de Sampaoli. Pour moi, ça c'est mon point de vue. Maintenant après, chacun a le droit d'y voir ce qu'il veut voir. Mais on verra bien. Notamment au niveau des sujets, des contrats en prêt qu'il faut négocier. Bon, on a été un petit peu choqué de voir que l'Irola, finalement, son prêt
l'option d'achat n'a pas été levée. Mais il faut savoir que si on lève l'option d'achat, on est obligé de le prendre à 12 millions. C'est ça, quand tu lèves une option d'achat qui est déjà fixée, bah, tu es obligé de payer la somme qui a été convenue auparavant. Cependant, si tu laisses passer l'option d'achat, et ben ensuite tu peux négocier à un prix beaucoup plus bas comme un transfert normal, sauf que tu n'as plus la priorité. Maintenant, ce n'est pas grave si on n'a plus la priorité, sachant que le joueur veut vraiment venir jouer à l'Olympique de Marseille. Étant donné que le joueur a véritablement envie de jouer chez nous, on peut se dire que voilà, on a l'avantage d'avoir le joueur de notre côté. Donc maintenant, il va falloir négocier. Le problème, c'est qu'en face de toi, tu as un Gattuso qui débarque à la Fiorentina et qui, lui, quand je peux te dire que lui, c'est une tête dure, c'est une putain de tête dure. Donc ça va être très compliqué, surtout s'il veut garder les Rolas, parce qu'il est capable de garder les Rolas contre sa volonté. Un Gattuso, il est capable de tout, ce mec-là. Hein. Si tu connais le joueur qu'il était, bah, tu devrais connaître l'entraîneur qu'il est. Et donc, du coup, bah, le problème, il est là. Lirola, il est prêt à aller au bras de fer. Donc ça, c'est une bonne et une mauvaise chose parce que franchement, si on veut garder de bonnes relations avec la Fiorentina, faudrait plutôt qu'on s'entende euh, avec le club plutôt que le joueur fasse un bras de fer et que le club soit obligé de le vendre à tel prix pour que... Voilà. Donc parce que la Fiorentina, eux, ils ont dit, soit vous le prenez 12 millions, euh, ou soit, euh, ou soit c'est mort, ou soit on le garde. Donc là, il y a des négociations. Les négociations, ils ont été interrompues. Je pense qu'ils vont reprendre. Je ne sais pas où on en est parce qu'au moment où je vais vous balancer la vidéo, il y aura peut-être pas mal de rebondissements. Mais voilà. Donc j'espère vraiment que l'Irola, on va le garder parce que c'est un profil intéressant. Mais sachez que Longoria, bah, il ne se fixe pas que sur ce dossier-là. Il a des plans B, des plans C, des plans D. C'est un homme qui prévoit, qui prévoit. Oh putain, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un type comme lui qui prévoit les situations et qui sait qu'il y a des joueurs derrière au cas où ça se fait pas. Et ça, ah, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des roues de secours comme ça. Et c'est ça que j'aime chez lui. Et en plus, c'est un gars qui, même si c'est un plan B et un plan D, il va déjà négocier avec l'entourage du joueur pour voir si le joueur, ça l'intéresse. Sans même avoir formulé une offre, il voit déjà si le joueur il est intéressé pour pas perdre de temps. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Longoria et sa manière de travailler. En tout cas, pour l'instant, il nous prouve que c'est un bon président. Au niveau du mercato, ça se passe assez bien. Et voilà, avant même que le mercato ouvre, on finalise déjà des dossiers, donc ça c'est parfait. Voilà, donc Gerson qui a signé son contrat de 5 ans, ça c'est magnifique. Almada Almada qui, euh, Almada qui devrait aussi signer, d'après ce qui a été dit. Donc voilà, donc ça aussi c'est une bonne chose. Et puis il y a encore pas mal de rumeurs. Amin Adli aussi que j'aimerais bien voir venir. Mais je crois que voilà, les prix en plus sont pas très très élevés. Euh, Environ 15 à 20 millions pour la majorité des joueurs qu'on veut prendre. C'est très bien, c'est très très bien. Après, ça correspond bizarrement au projet de 80 millions de McCourt, ce qui va nous ramener au fameux sujet controversé de la vente OM. Hein. Parce que il faut dire que le recrutement, on avait l'impression au début, avec des Gerson à 30 millions, que ça allait être un recrutement XXL, mais force est de constater que c'est un recrutement bien géré, bien négocié, à des prix entre 15 et 20 millions. Donc, on commence à s'accorder un peu sur le 80 millions de Mohamed Bouafsi qu'il avait annoncé comme étant le budget de transfert. Bien évidemment, sans y ajouter la vente possible de Camara. Et d'ailleurs, spécialement sans Camara qui a été élu meilleur joueur de l'Olympique de Marseille pour cette saison. Donc félicitations à lui. Camara, Tchaletatsar, la vente de Tchaletatsar, la possible vente de Radonjic parce que le club, finalement, ils n'en veulent pas, le Hertha Berlin. La possible vente de Strootman également. Donc, voilà, il y a peut-être des ventes qui vont nous rapporter encore un peu plus. Donc, on aura peut-être 100 quelque chose millions à investir dans l'achat de joueurs. C'est pour ça qu'on vise aussi quand même des joueurs à 5 millions, 6 millions. Après, ça, c'est pour des plus-values. Hein. C'est des joueurs qui peuvent énormément apporter et qui, derrière, peut-être, peuvent rapporter le double, le triple. On ne sait pas. Tout dépendra de leur capacité à fournir de beaux matchs lors de la saison prochaine. En tout cas, moi, je fais entièrement confiance à Longoria dans ce projet. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je sens que le club est en train de se structurer sportivement parlant
parce que se structurer administrativement parlant, je pense que Hero a quand même fait énormément de choses sur le plan administratif. On peut pas lui enlever ça. Il a structuré le club sur ce plan-là, sur le plan de la communication aussi. Il a développé beaucoup de choses. Donc, sur ce plan-là, il avait de bonnes capacités et de bonnes qualités. Mais sur le plan sportif, faut se dire que ça bouge que maintenant, quoi. Parce qu'avec Longoria, il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent, il y a un travail de fond, il y a vraiment de bonnes négociations qui se passent. On sent qu'il tient bon le fil de la réussite, on va dire. Donc pour l'instant, il est sur la bonne voie. Donc on va espérer que ça continue. D'ailleurs, on va parler, aujourd'hui, on va parler également de la vente OM. Si j'ai rien oublié, on va parler de la vente OM également parce que voilà, les 80 millions d'euros qui ont été annoncés par Mohamed Bouafsi a fait rigoler les pros OM qui expliquaient simplement que ces 80 millions d'euros, c'était du pipi de chat comparé à ce qui est prévu pour le recrutement. Bon, tout le monde ne le dit pas, hein. Je dis les pros OM, mais je les englobe pas tous, vous comprenez, certains. Et donc, à partir de là, moi, je me suis mis à regarder un petit peu ce qui se passait au niveau des confrontations entre pros et anti. Et là, j'ai découvert que, ah oui, il y avait des deadlines annoncées par certains pros OM. Donc, notamment le 16 juin. Non, non, pas le 16 juin, qu'est-ce que j'ai raconte? Le 16 mai, le 30 mai, le 23 mai, je crois aussi. Donc, toutes ces dates sont passées sans qu'il ne se passe pas grand-chose. Et donc, forcément, derrière, les mecs se sont fait allumer sur les réseaux sociaux. Donc, beaucoup de ces insiders, comme on les appelle, se sont fait allumer. Mais quand je vous dis allumer, c'est à la mitraillette, hein. Là, c'était vraiment du Twitter bolette, hein. Là, franchement, les gars, ils y sont allés fort. Donc, beaucoup de ces insiders se font attaquer encore aujourd'hui, tout le temps. Et perpétuellement, c'est incroyable. Les mecs, ils subissent énormément et pourtant, ces mecs-là restent droits dans leurs bottes et ne veulent pas changer d'avis. Ils veulent pas retourner leur veste. Pour eux, la vente est actée, la vente est actée, la vente est actée. Donc, face à cette abnégation, cette volonté imperturbable de ne pas changer d'avis, heu, on doute, on doute. On se met à douter. Nous, on se dit: «Mais attends, les mecs, ils se font attaquer, ils se font tirer dessus et ils changent pas d'avis». Alors là, ça devient bizarre. Et bizarrement, c'est certains journalistes qui commencent maintenant à changer d'avis, à se dire: «Ah oui, il est possible qu'il y ait une vente». Il y a commencé à avoir des discussions, enfin, je me rappelle plus du nom du journaliste qui a sorti ça sur Twitter, mais ça a fait l'effet d'une bombe, ça aussi. Hop, il y en a qui ont commencé à dire: «Ah mais je vous l'avais dit, mais tu étais pas contre la vente toi?» «Ouais, mais vu que lui il le dit et vu que j'ai confiance en lui, eh ben moi j'y crois maintenant». Bah, tu vois? Donc comme quoi, personne ne sait réellement ce qui est en train de se passer. On a un doute parce qu'en fait, il faut pas se mentir, c'est que tant que le championnat n'a pas repris, tant qu'on n'arrive pas à la fin de quelque chose, c'est-à-dire la fin du mercato ou ce que vous voulez, on peut rester toujours dans l'idée qu'il y aura une possible vente. Ça peut arriver n'importe quand, en fait, au final. Donc, ça va toujours persister pendant tout le mois de juin. Et il y a quelqu'un qui vient d'annoncer une autre deadline sur la chaîne SportMed. Je vous invite à aller regarder la chaîne SportMed. Il y avait un grand live avec Hichem, qui est l'un des insiders les plus connus, au vu de son contact qui lui sort tout le temps des trucs incroyables. Alors moi, bien évidemment, quand je dis ça, c'est pas ironique, hein, je suis pas contre ce genre d'insider, je ne suis pas contre les insiders. D'ailleurs, moi, je trouve ça très intéressant de voir un petit peu ce qu'ils ont à dire par rapport à la vente OM, parce que ils ont réussi quand même à me faire espérer à cette vente. Donc j'espère toujours dans un coin de ma tête, mais c'est pas genre, je passe pas ma vie à les regarder et trouver des preuves, comme quoi il y a une vente OM. J'en ai strictement rien à foutre. Je me concentre sur ce qui se passe actuellement au niveau du club en termes de mercato. Donc voilà, moi ce qui est en train de m'animer en ce moment, c'est de voir qui signe pas, est-ce que cette piste est sérieuse et intéressante? Voilà, moi en ce moment, je suis en train plutôt de regarder ce qui est en train de se structurer au niveau sportif au sein de l'Olympique de Marseille, plutôt que de cette rumeur de vente. Donc après, si cette rumeur de vente s'avère vraie et que on se retrouve avec un investissement assez important, on se posera quand même la question de se dire: «Attends, mais on n'a pas recruté de stars». Ce qui est bizarre,
pour un projet d'envergure. Mais comme le mercato n'est pas fini, la question se pose, on peut toujours continuer à espérer qu'il y ait une vente et des stars qui débarquent. Mais moi, je suis très content déjà des choix que l'on fait, des pistes que l'on suit. Et même si les chiffres Transfermarkt sont assez faibles, notamment des 3 millions, des 5 millions, j'en ai rien à cirer, moi. Moi, j'en ai rien à foutre du prix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si ce joueur sera complémentaire et va servir réellement à l'équipe la saison prochaine. Parce il y a des clubs qui ont des joueurs moindres, mais qui aujourd'hui les vendront super cher parce que l'équipe a été extrêmement performante collectivement. Donc ces joueurs ont apporté une plus-value et en même temps se sont apportés une plus-value à eux-mêmes. Donc c'est tout bénéf pour le club. Donc moi je pense que ces choix de joueurs ne sont pas négligeables. Donc moi je pense que ça peut être très intéressant. Après, bien évidemment, s'il y a vente OM, on va commencer à spéculer sur des grands noms du football. Après, je pense pas que ce sera des Cristiano Ronaldo qui, bizarrement, va peut-être aller au PSG, j'en sais rien. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Mais dans tous les cas, voilà. Donc, en ce moment, ce qui tourne autour de la vente OM, c'est cette nouvelle échéance qui a été annoncée sur le live de SportMed, annonçant que la vente OM pourrait arriver avant avant l'Euro. Voilà. Ce serait annoncé avant l'Euro et qu'il y aurait 2 budgets. Un budget pour acheter les petits jeunes là, Almada, Gerson, et un autre budget aurait été consacré pour acheter des grosses pointures pour pouvoir accompagner ces jeunes joueurs. Voilà. Ça me paraît plausible, mais encore une fois, on est dans la spéculation. Les preuves n'y sont pas. Ce ne sont que des mots, des on m'a dit, qui, on ne sait pas, une source, ça ne se prononce pas, et puis voilà, vous comprenez un petit peu où on va, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des anti-OM qui sont en position de force, parce que dans tous les cas, eux, ils ont tout gagné. Donc premièrement, ils te font chier parce que bah, tout ce que tu sors ne se révèle pas forcément vrai, parce qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a rien. Et deuxièmement, si ça se fait, dans tous les cas, ils seront contents. Donc ils en auront rien à foutre. Les mecs vont retourner leur veste au dernier moment. Ils vont dire, bah ouais, vive l'OM. T'as compris? C'est aussi simple que ça. Les mecs, ça les amuse. Moi, je pense que on est dans une période de Covid qui permet aux gens de rester, qui sont aux gens bloqués chez eux. Donc du coup, ils passent leur vie sur Internet. Et c'est pour ça que cette vente OM a pris autant d'ampleur. Elle n'aurait pas pris autant d'ampleur si on ne serait pas confiné. Je pense que ce confinement a rendu les gens un peu accros à l'Olympique de Marseille encore plus qu'avant, sachant qu'en plus tu ne peux pas aller au stade. Et je pense que c'est ce qui a fait que les gens ont commencé à psychoter et à voir beaucoup de choses qui peut-être n'existent pas. Donc on verra. On verra. Dans tous les cas, moi, j'y crois à cette vente OM, j'y crois, mais dans un coin de ma tête, hein. Moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est ce qui se passe en ce moment à l'Olympique de Marseille. Et bah, si on annonce une possible vente, eh bah, je ferai comme tout le monde, je serai extrêmement heureux et je voudrais voir, qu'est-ce qui va se passer. D'ailleurs, l'organigramme de l'Olympique de Marseille n'a pas encore été annoncé. Il devrait y avoir une conférence de presse, je pense, avec Longoria et peut-être McCourt, parce que l'air de rien, McCourt, il est pas parti, hein. Il est pas rentré chez lui. Le mec, il se promène, il est à Paris, ouais, enfin bref, Marseille, Paris, il traîne un peu partout là, hein. On se demande qu'est-ce qu'il est en train de faire ici. Peut-être qu'il fait les courses, hein, pour la rentrée scolaire. Il a des gosses? J'en sais rien. Enfin bref, merde. On verra. Dans tous les cas, on espère ils vont nous annoncer de bonnes nouvelles, notamment cette collaboration avec Randstad, pour le sponsor maillot d'entraînement. Pourquoi on n'y a pas pensé avant, d'ailleurs? Les maillots d'entraînement, c'est vrai qu'ils n'ont pas de sponsor. Enfin, peut-être qu'ils en avaient. Ouais, peut-être qu'ils en avaient. J'ai jamais fait attention à voir si les maillots d'entraînement avaient un sponsor auparavant. Je sais qu'on avait fait un partenariat avec des montres suisses pour, pour tout ce qui est chrono d'entraînement ou je sais plus quoi. Je m'en rappelle d'un truc comme ça. Mais je ne me rappelle pas si on avait pensé avoir un sponsor pour les maillots d'entraînement. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, c'est de l'argent qui rentre et puis, voilà, moi je suis satisfait qu'on l'OM fait du bon business et puis, voilà. Donc ça, c'est un sponsor en plus, voilà. C'est une info que j'ai vue comme ça, sur, alex.journaliste. Je vous invite à aller regarder sur Instagram
Et voilà, donc bien évidemment, Heu, je pense qu'il y a plus rien d'autre à dire. Ça fait 49 minutes que j'ouvre ma gueule, donc je pense que je vais arrêter là. S'il y a des sujets que j'avais annoncés, que j'allais parler et que j'ai pas parlé, bah, désolé, hein. Là, j'ai quelque chose d'autre à faire. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce grand format d'au moins 50 minutes. Après, est-ce que c'est véritablement un grand format? Parce que je pense que j'ai déjà fait ce genre de temps. Heu, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, je vous invite à vous abonner, hein, si vous avez aimé ce podcast. Je vous invite également à cliquer sur la cloche de notification, vraiment vous abonner, à partager également cette vidéo. Partagez-la énormément. J'aimerais bien avoir, quelques gens en commentaire pour pouvoir échanger avec eux et peut-être même leur répondre dans une prochaine vidéo parce que les débats peuvent s'enflammer. Moi, j'aime bien les débats. Et bien évidemment, à me suivre sur Instagram, qui est OMRevolt, le Instagram. Mais, il faut savoir que je poste, seulement quand j'en ai envie. C'est-à-dire que quand il y a de vrais événements qui se passent, je ne poste pas quand il y a des nouvelles signatures, du moins tant qu'elles ne sont pas officielles. Et franchement, pendant cette période de mercato, j'ai pas grand-chose à poster. Je regarde simplement comme un supporter et ce sera tout. Donc, allez l'Olympique de Marseille, à la prochaine.